Lors du dîner de Thanksgiving chez mes beaux-parents, ma fille de 8 ans nous poussa soudain, mon mari et moi, dans le garde-manger. « Emma, que fais-tu » demandai-je. Elle répondit d'une voix tremblante, « Maman, papa, taisez-vous. » De multiples pas approchaient du couloir. Ce qui arriva ensuite dépassait l'imagination. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Le service de pédiatrie de l'hôpital général Saint-Marie à Chicago semblait être un monde à part. Les bruits de pas résonnaient doucement dans les couloirs, des dessins d'enfants décoraient les murs, et la voix des infirmières se faisait naturellement plus douce. Emily Harrison était assise sur une petite chaise près du lit de son fils Ryan, lui tenant la main tout en lui faisant la lecture à voix basse. « Maman, comment on prononce le nom de ce dinosaure ?» Ryan, âgé de 8 ans, leva les yeux vers sa mère, le regard plein de curiosité malgré la perfusion attachée à son bras. Ses joues s'étaient un peu creusées, mais son regard pétillait encore de vie. « Triceratops. C'est un dinosaure à 3 cornes, répondit Emily avec un sourire. Bien que la fatigue marquait son visage, elle ne se plaignait jamais devant son fils. Depuis son divorce 2 ans plus tôt, elle élevait seule son fils en travaillant à temps partiel, et depuis que Ryan avait été diagnostiqué d'une maladie rare, elle jonglait avec son emploi du temps pour passer ses journées à l'hôpital. Vers 15 heures, on frappa à la porte de la chambre et Michael passa la tête. Son ex-mari avait toujours les mêmes traits bien dessinés, mais de légers cernes assombrissaient son regard. « Comment tu te sens, Ryan ?» Michael s'approcha du lit de son fils et lui caressa doucement la tête. Même après s'être remarié, son amour pour son fils restait intact. « Papa, regarde, c'est un livre sur les dinosaures, » dit Ryan en brandissant le livre joyeusement. « C'est super. Tu pourrais vraiment devenir un expert en dinosaures, » répondit Michael en souriant. Mais lorsque son regard croisa celui d'Emily, l'inquiétude assombrit son expression. En silence, ils échangèrent des informations sur les frais de traitement, le travail, et surtout, l'avenir de Ryan. « Est-ce que mamie Margaret vient aussi » demanda Ryan. « Bien sûr. Jessica et Tommy viennent avec elle aujourd'hui, » répondit Michael. L'expression d'Emily se durcit légèrement. La relation entre Emily et Margaret, la mère de Michael, était complexe. Pendant le divorce, Margaret avait pris le parti de Michael et considérait Emily comme la femme qui avait abandonné son fils. Cependant, depuis que Ryan était tombé malade, son désir de soutenir son petit-fils en tant que grand-mère avait pris le dessus. Le soir, comme promis, Margaret arriva avec Jessica et Tommy. Margaret, avec ses cheveux blancs soigneusement coiffés, soignait toujours son apparence. Derrière elle, Jessica suivait, tenant la main de son fils de 7 ans, Tommy. Jessica était la sœur de Michael, une mère heureuse avec un fils en pleine santé. « Ryan, comment vas-tu » Margaret s'approcha du lit de son petit-fils et lui tendit un sachet de biscuits fait maison qu'elle avait apporté. « Mamie les a fait spécialement pour toi. »« Ouah, merci. » Le visage de Ryan s'illumina. Tommy se tenait à côté du lit de son cousin, l'air quelque peu déconcerté. Bien qu'ils aient le même âge, l'un était dans un lit d'hôpital tandis que l'autre était l'image même de la santé. Ce contraste suscitait des émotions complexes chez les adultes. « Tommy, tu veux regarder le livre de dinosaures avec Ryan » appela doucement Emily. Tommy hocha la tête et s'assit à côté de son cousin. Jessica s'approcha d'Emily et lui parla à voix basse. « Comment se passe le traitement ?» Le médecin dit qu'on peut garder espoir, mais que ça va prendre encore du temps, répondit Emily tranquillement. Pendant un instant, la chambre d'hôpital fut baignée d'une chaleureuse atmosphère familiale. Margaret divertissait les petits-enfants, Michael et Jessica discutaient du traitement, et Emily observait cette scène de famille réunie. En surface, cela ressemblait à une visite familiale normale, empreinte d'amour. Cependant, Emily remarquait certains détails, l'expression parfois abattue de Margaret, l'attention de Michael chaque fois qu'il regardait son portable, la gêne de Jessica lorsqu'elle posait des questions détournées sur les frais de traitement. Les coûts de traitement des maladies rares étaient exorbitants, et une grande partie n'était pas couverte par l'assurance. Emily sentait à quel point cela affectait toute la famille. « Maman, tu seras là demain aussi ?» demanda Ryan en serrant la main de sa mère. « Bien sûr, maman sera toujours à tes côtés », promit Emily en caressant les cheveux de son fils. Une fois la famille partie, le silence revint dans la chambre. Emily veilla sur son fils jusqu'à ce qu'il s'endorme, salua les infirmières et rentra à son appartement. La 3e semaine, après 3 semaines d'hospitalisation, le traitement de Ryan semblait progresser sans encombre. Le docteur Ramirez, le médecin traitant,
était un pédiatre expérimenté qui affichait des perspectives optimistes concernant la maladie rare de Ryan. Émilie se rendait à l'hôpital tous les jours, continuant à s'occuper de son fils tout en croyant en sa guérison. Mais un matin, en arrivant dans la chambre, Émilie constata que Ryan n'avait pas son énergie habituelle. Son teint était pâle et il ne semblait pas avoir d'appétit. « Bonjour, Ryan. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu n'as pas l'air bien. » Émilie posa sa main sur le front de son fils. La fièvre n'était pas particulièrement élevée. « Maman, je crois que quelqu'un est venu cette nuit, » murmura Ryan d'une petite voix. Quelqu'un en blouse blanche était près de mon lit. Émilie sourit et prit la main de son fils. C'était probablement une infirmière. « Je suis sûre qu'elle vienne te voir régulièrement pendant la nuit. C'était peut-être un rêve. » « Oui, peut-être. » Ryan hocha la tête mais semblait toujours anxieux. Cet après-midi-là, le docteur Ramirez passa pour sa visite. Le médecin, arborant son sourire doux habituel, s'adressa à Ryan. « Comment te sens-tu, Ryan? Tu étais plein d'énergie hier, mais tu sembles un peu fatigué aujourd'hui. »« Docteur, mon fils dit que quelqu'un est venu pendant la nuit, » expliqua Émilie. Le docteur Ramirez hocha la tête d'un air compréhensif. Les nuits à l'hôpital peuvent être angoissantes pour les enfants. Les infirmières font des rondes régulières, alors il a probablement perçu cela à la lisière du rêve et de la réalité. C'est assez fréquent. Cependant, l'état de Ryan ne s'améliora pas le lendemain non plus. Il était relativement énergique le matin, mais l'après-midi, il se plaignit soudainement de fatigue. Le jour suivant, il était vif le matin, comme si sa maladie avait disparu. C'est étrange. Je me demande s'il y a des fluctuations. Émilie en parla à Carole, une infirmière. Carole était une infirmière expérimentée d'une quarantaine d'années qui travaillait dans le service de pédiatrie depuis plus de 15 ans. Avec les maladies rares, il n'est pas inhabituel que les symptômes apparaissent par vagues. Mais je vais le signaler au médecin par précaution, répondit gentiment Carole. Environ une semaine plus tard, les fluctuations de l'état de santé de Ryan devinrent plus prononcées. Les bons et les mauvais jours alternaient comme des montagnes russes. Les bons jours, il riait en lisant ses livres sur les dinosaures et aimait jouer avec Tommy quand il venait lui rendre visite. Mais les mauvais jours, il restait couché toute la journée et mangeait à peine. Quand Michael vint lui rendre visite, Émilie lui confia ses inquiétudes. « Est-ce normal d'avoir de telles fluctuations ?» Le docteur Ramirez dit d'attendre de voir, mais je suis inquiet aussi. Mère s'en souciait également. Michael fronça les sourcils. Devrions-nous demander un deuxième avis à un autre spécialiste ? Mais le coût, commença Émilie avant de s'interrompre. Un deuxième avis entraînerait des frais supplémentaires. La vie après le divorce n'était pas facile, et les seuls frais de traitement de Ryan mettaient déjà à rude épreuve le budget du ménage. Cette nuit-là, Émilie, seule dans son appartement, était perdue dans ses pensées. Elle tenta de faire des recherches sur les symptômes de Ryan sur Internet, mais il y avait trop d'informations pour savoir ce qui était exact. La documentation sur les maladies rares était trop spécialisée pour être comprise facilement, et son anxiété ne fit que grandir. Le lendemain matin, alors qu'elle se rendait à l'hôpital, Jessica appela. « Émilie, comment va Ryan ? Michael m'a parlé des fluctuations. » « C'est ça. Son état s'améliore puis se dégrade, et je ne trouve aucune logique. » Émilie marchait dans le couloir de l'hôpital, le portable à l'oreille. « C'est inquiétant. Dis-nous s'il y a quoi que ce soit qu'on puisse faire. » Tommy s'inquiète beaucoup pour Ryan aussi. La voix de Jessica exprimait une préoccupation sincère. Quand elle arriva à la chambre, Ryan semblait aller bien aujourd'hui. L'infirmière Carole changeait sa perfusion et Ryan discutait joyeusement avec elle. « Bonjour, maman. Je pense que je vais dessiner un dinosaure aujourd'hui. » Ryan accueillit sa mère d'une voix enjouée. « C'est merveilleux. » Émilie sourit, soulagée. Les jours où son fils allait bien étaient pour elle aussi des rayons d'espoir. Cependant, lors de la visite de l'après-midi, le docteur Ramirez afficha une expression perplexe. En regardant les résultats des tests, les constantes de base de Ryan n'ont pas changé de manière significative. Mais ces fluctuations de symptômes, honnêtement, c'est un schéma différent de d'habitude. Le cœur d'Émilie se mit à battre la chamade. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je ne peux pas poser de diagnostic définitif à ce stade, mais j'aimerais effectuer des tests supplémentaires. Nous ferons des analyses de sang détaillées et nous chercherons les facteurs possibles. Cette nuit-là, Émilie ne put dormir. L'expression perplexe du docteur Ramirez ne quittait pas ses pensées. Des changements de symptômes que même un spécialiste des maladies rares ne pouvait comprendre.
Que cela pouvait-il signifier? Le lendemain matin, l'état de Ryan s'était à nouveau détérioré. Comme si l'énergie de la veille n'avait été qu'un mensonge, son teint était cendré et il ne pouvait même pas s'asseoir. « Maman, quelqu'un est encore venu la nuit dernière », dit Ryan d'une voix faible. « Cette fois, j'ai bien vu. Quelqu'un en blouse blanche faisait quelque chose à ma perfusion. » Emily posa sa main sur le front de son fils. « C'était un rêve, Ryan. Les infirmières viennent juste vérifier ta perfusion. » Cependant, cette fois, le récit de Ryan était spécifique. C'était trop détaillé pour être un rêve. Emily se rendit au poste des infirmières pour se renseigner sur l'équipe de nuit. La nuit dernière, c'était Marie et Sarah qui étaient de service. Les rondes habituelles ont lieu toutes les 2 heures, expliqua Carol. Si Ryan s'inquiète de quelque chose, nous pouvons renforcer la surveillance nocturne. S'il vous plaît, répondit immédiatement Emily. Elle voulait apaiser l'anxiété de son fils. Cependant, les fluctuations des symptômes continuèrent par la suite. Les bons et les mauvais jours se succédaient de manière imprévisible et le docteur Ramirez ne pouvait que se gratter la tête. Les analyses de sang supplémentaires ne révélèrent aucun indice décisif non plus. Un jour, Margaret vint seule en visite. Elle s'assit près du lit de Ryan, tenant la main de son petit-fils tout en le regardant avec inquiétude. « Emily, à combien s'élèvent les frais de traitement de cet enfant ?» demanda directement Margaret. « C'est une somme assez conséquente », répondit Emily, mal à l'aise. Michael a pris un deuxième travail, lui aussi. La famille de Jessica a également du mal avec les frais de scolarité de Tommy. Margaret soupira profondément. « Mais je ferai n'importe quoi pour cet enfant. Nous sommes une famille. » Emily regarda Margaret avec des sentiments complexes. Leur relation après le divorce n'avait jamais été bonne, mais son amour pour son petit-fils était sincère. Cette nuit-là, Emily prit une décision capitale. Les symptômes de son fils étaient trop inexplicables et il avait commencé à parler de manière répétée des incidents nocturnes. Elle décida de passer la nuit à l'hôpital. Elle fit apporter un lit de camp dans la chambre et décida de veiller sur son fils 24 heures sur 24. « Maman va rester tout le temps ?» demanda joyeusement Ryan. « Oui, maman va te protéger », promit Emily en serrant son fils dans ses bras. La veillée nocturne. Cette nuit-là, Emily somnolait légèrement sur le lit de camp, mais se réveillait périodiquement pour vérifier l'état de Ryan. Son fils semblait dormir plus profondément que d'habitude, grâce à un nouveau somnifère léger que le docteur Ramirez lui avait prescrit pour apaiser ses angoisses nocturnes. Vers 3 heures du matin, Emily fut réveillée par un petit bruit. C'était la porte de la chambre qui s'ouvrait doucement. Pensant qu'il s'agissait d'une infirmière effectuant sa ronde, elle garda les yeux fermés. Les pas étaient silencieux, comme pour ne pas faire de bruit. Mais quelque chose clochait. Cela prenait trop de temps pour une simple ronde. Emily entr'ouvrit légèrement les yeux pour observer. Dans l'obscurité, une silhouette en blanc se tenait au chevet de Ryan. Elle semblait s'affairer autour de la perfusion, mais Emily ne pouvait pas voir les détails. Elle était sur le point de se réveiller complètement, mais, se ravisant en pensant qu'il s'agissait d'une infirmière, elle resta silencieuse. Finalement, la silhouette quitta la chambre sans un bruit. Ryan continuait de dormir profondément sous l'effet du médicament. Le lendemain matin, l'état de Ryan s'était à nouveau détérioré. Alors qu'il avait été relativement stable la nuit précédente, au matin, son teint était mauvais et il ne pouvait pas se redresser. « C'est étrange », dit l'infirmière Carol en penchant la tête. D'après les relevés de la nuit dernière, ses signes vitaux étaient stables. « Une infirmière est passée pour sa ronde vers 3 heures du matin, n'est-ce pas ?» demanda Emily. Carol afficha une expression confuse. 3 heures ? Les rondes de la nuit dernière étaient à 2 heures et à 4 heures. Personne n'aurait dû entrer dans la chambre à 3 heures. Un frisson parcourut l'échine d'Emily. Mais quelqu'un est bien venu. Une personne en blouse blanche faisait quelque chose près de la perfusion. Le visage de Carol devint pâle. « Je vais immédiatement en informer l'infirmière en chef et contacter l'agent de sécurité. » 1 heure plus tard, Tom Johnson, le responsable de la sécurité de l'hôpital, arriva. C'était un ancien policier d'une 50aine d'années à l'attitude calme. « Madame Harrison, veuillez me raconter en détail l'incident de la nuit dernière, » dit Tom en sortant un carnet. Emily décrivit en détail ce qu'elle avait vu la nuit précédente, l'heure, les mouvements de la silhouette et la durée de sa présence. Tom écoutait avec une expression sérieuse. « Vérifions les enregistrements des caméras de sécurité. Le service de pédiatrie a des caméras installées à chaque étage. » Dans l'après-midi, Tom revint. Cette fois,
il était accompagné de Jennifer, l'infirmière en chef. Jennifer était une infirmière expérimentée, habituellement calme. Mais aujourd'hui, elle était clairement agitée. Madame Harrison, la voix de Jennifer tremblait. Je suis désolé, mais pourriez-vous s'il vous plaît visionner les images de la caméra de sécurité de la nuit dernière? Nous vous attendons dans la salle de surveillance. Le cœur d'Emily se mit à battre violemment. D'après les expressions graves de Jennifer et de Tom, il était clair que quelque chose d'important avait été découvert. Et Ryan? Une infirmière est avec lui, il ne risque rien. Vous serez vite de retour. La découverte. La salle de surveillance se trouvait dans une zone reculée de l'hôpital. De multiples écrans alignés sur le mur affichaient différentes zones de l'établissement. Tom lui offrit une chaise puis se plaça devant un moniteur spécifique. Ce sont les images du couloir du service de pédiatrie de la nuit dernière. Tom toucha le panneau de contrôle. Nous allons commencer à 2h55 du matin. L'écran montrait le couloir silencieux. Lorsque l'horloge afficha 3 heures, une silhouette apparut au fond du couloir. Une personne en blouse blanche qui ressemblait à une infirmière. Cependant, sa démarche était différente de celle d'une ronde habituelle. La personne marchait avec précaution, comme pour ne pas faire de bruit, presque sur la pointe des pieds. La chambre de Ryan est la 315, c'est exact, confirma Tom, et la silhouette s'arrêta précisément devant cette porte. Elle ouvrit doucement la porte et entra. Voyons combien de minutes elle est restée dans la chambre. En regardant l'horloge, Emily serra les poings, les mains moites. La silhouette resta dans la chambre pendant environ 8 minutes. Une ronde normale ne prendrait que 2 ou 3 minutes. Nous avons aussi des caméras sous un autre angle, mais nous n'enregistrons généralement pas à l'intérieur des chambres pour des raisons de confidentialité. Cependant, nous avons des images sous un angle différent. Tom manipula un autre moniteur. Cette fois, des images provenant d'une caméra près de l'entrée de la chambre apparurent. On pouvait clairement voir la silhouette sortir de la chambre. Et au moment où elle fut éclairée par la lumière du couloir, Emily sentit tout son sang se glacer. Au poignet de cette personne, un bracelet familier scintilla. Un bracelet en chaîne d'argent avec de petites breloques. Emily connaissait ce bracelet. « Remettez-le, s'il vous plaît. » La voix d'Emily était rauque. La vidéo reprit. Cette fois, elle regarda plus attentivement. La silhouette, la démarche, de manière décisive, ce bracelet. Emily avait vu Margaret le porteur de nombreuses fois. C'était un bracelet personnalisé que Michael lui avait offert pour la fête des mères. Et Emily était sans voix. « Connaissez-vous cette personne ?» demanda doucement Tom. Emily ne put cocher la tête. Son esprit était en plein chaos. Margaret se faufilant dans la chambre de Ryan au milieu de la nuit et manipulant sa perfusion. Une telle chose était-elle possible? En êtes-vous certaine? Demanda prudemment Jennifer. Ce bracelet, il n'y a aucun doute. La voix d'Emily tremblait. C'est celui de ma belle-mère, Margaret. Tom et Jennifer échangèrent un regard. Nous allons contacter la police immédiatement, décida Tom. Et nous devons effectuer des tests d'urgence sur la perfusion et le sang de Ryan. Emily ne pouvait pas se relever de sa chaise. Margaret, cette gentille grand-mère. Ou était-ce une erreur? Mais le bracelet était définitivement celui de Margaret. Est-ce que Ryan va s'en sortir? Parvint finalement à demander Emily. Nous allons contacter le docteur Ramirez tout de suite. Nous examinerons le contenu de la perfusion et ferons des analyses de sang sur Ryan, répondit Jennifer. Et à partir de maintenant, nous allons renforcer la surveillance de la chambre. Sur le chemin du retour vers la chambre, les pieds d'Emily semblaient lourds comme du plomb. Ryan dormait encore, mais voir son visage endormi lui donnait envie de pleurer. Qu'avait-on fait à son fils? Et pourquoi Margaret? En fin d'après-midi, la police arriva. Les inspecteurs David Clark et Sarah Miller se rendirent à l'hôpital et menèrent des entretiens détaillés avec Emily. Les images serviront de preuves décisives, expliqua l'inspecteur Clark. Cependant, nous avons besoin d'une identification formelle. Le bracelet seul pourrait ne pas suffire. Mais la silhouette et la démarche aussi, plaida Emily. Nous sommes du même avis. Cependant, nous devons suivre les procédures légales, ajouta l'inspecteur Miller. D'abord, attendons les résultats de l'analyse des composants de la perfusion. Cette nuit-là, Emily ne dormit pas du tout. Elle resta assise près du lit de Ryan, continuant à contempler le visage endormi de son fils. Pourquoi Margaret aurait-elle voulu faire du mal à son fils? Elle ne comprenait absolument pas la raison.
Le lendemain matin, le docteur Ramirez apparut avec une expression grave. Des traces de somnifères, des médicaments normalement non utilisés dans son traitement, ont été détectés dans la perfusion. Les mots du médecin transpercèrent le cœur d'Emily. Heureusement, ce n'était pas une dose létale, mais cela semble être la cause de la mauvaise santé de Ryan. C'était le moment où toutes les questions trouvaient leur réponse. L'enquête. La salle d'interrogatoire du poste de police était froide, éclairée par des néons qui illuminaient des murs blancs. Les inspecteurs Clark et Miller menaient leur enquête avec soin, étalant les preuves sur le bureau. Les enregistrements de la caméra de sécurité de l'hôpital avaient été envoyés à des spécialistes techniques pour une analyse numérique. D'abord, vérifions les registres de service de tout le personnel de l'hôpital, demanda l'inspecteur Clark au responsable du personnel de l'hôpital. Nous avons besoin de la liste des employés qui étaient de service vers 3 heures du matin la nuit dernière. Linda Baker, la directrice du personnel de l'hôpital général Saint-Marie, répondit tout en manipulant son ordinateur. L'équipe de nuit dans le service de pédiatrie était composée des infirmières Mary Johnson et Sarah Davis. Il y avait aussi le docteur Patel de garde, mais il était aux urgences. Donc, il n'y avait que 2 membres du personnel dans le service de pédiatrie à 3 heures du matin, confirma l'inspecteur Miller. Oui. Selon les registres de sécurité, aucune entrée ou sortie par carte magnétique n'a été enregistrée. Cela signifie que quelqu'un d'extérieur au personnel a pu entrer. Pendant ce temps, à l'hôpital, le recoupement avec les listes de visiteurs se poursuivait. Les noms des personnes qui avaient rendu visite à Ryan au cours de la semaine passée furent identifiés. Michael, Margaret, Jessica, Tommy et plusieurs amis. Emily répondit une par une aux questions de la police. « S'il vous plaît, parlez-nous davantage de votre relation avec Margaret Harrison », demanda l'inspecteur Clark en prenant des notes. Emily prit une profonde inspiration. « C'est ma belle-mère, la mère de Michael. Notre relation s'est compliquée après le divorce, mais je pensais qu'elle témoignait de l'amour à Ryan ces derniers temps. Y avait-il quelque chose d'inquiétant dans son comportement ? À bien y réfléchir. Emily fouilla sa mémoire. Lors de sa visite la semaine dernière, elle m'a directement interrogé sur les frais de traitement. Elle n'avait jamais fait ça avant. L'inspecteur Miller se pencha en avant. Qu'a-t-elle dit à propos des frais de traitement ? Elle a dit que toute la famille avait des difficultés financières. Que Michael avait pris un deuxième travail, qu'il y avait les frais de scolarité de Jessica, mais elle a aussi dit « Je ferai n'importe quoi pour cet enfant ». Les inspecteurs échangèrent un regard. La possibilité d'un motif économique émergeait. Cet après-midi-là, les résultats de l'analyse du spécialiste technique arrivèrent. Les images de la caméra de sécurité avaient été traitées en haute résolution, permettant une analyse plus détaillée. Les caractéristiques du bracelet devinrent plus nettes. Le spécialiste technique Mark Thompson expliqua, c'est une chaîne en argent avec 3 breloques en forme de cœur, et l'une des breloques semble avoir des lettres gravées dessus. En voyant l'image, la certitude d'Emily grandit encore. Il n'y a aucun doute. C'est le bracelet que Michael lui a offert pour la fête des mères. Sur les breloques en forme de cœur, il devrait y avoir gravé Maman, Michael et Jessica. Les preuves se solidifiaient. Cependant, le mobile de Margaret restait flou. L'inspecteur Clark décida d'enquêter en détail sur la situation financière de la famille Harrison. Le lendemain, les résultats de l'enquête financière furent clairs. La maison où vivait Margaret avait en fait été hypothéquée 2 ans auparavant. Le seul revenu de Michael rendait difficile le paiement simultané de l'hypothèque et des frais de traitement de Ryan. De plus, le mari de Jessica avait été licencié l'année précédente, et sa famille avait également besoin d'un soutien financier. La famille Harrison était au bord de la faillite. L'enquêteur financier rapporta que les frais de traitement de Ryan dépassaient 30 000 $ par mois, dont la majeure partie n'était pas couverte par l'assurance. Emily était abasourdie. Elle n'en avait pas été informée, mais toute la famille faisait face à une crise financière. Mais même ainsi, commença Emily avant de perdre ses mots. Elle pouvait comprendre que les difficultés financières puissent pousser les gens à l'extrême, mais cela ne pouvait toujours pas être une raison pour tenter de tuer son fils. Cette nuit-là, Michael appela. Sa voix était épuisée. « Emily, la police m'a contacté. Ils veulent parler de mère. Est-ce que ça pourrait vraiment être vrai que mère a fait ça ? Les images sont claires, Michael. Ce bracelet est bien celui de Margaret. » Après un long silence, Michael soupira doucement. « En fait, la situation financière de notre famille est vraiment grave.
Mère s'inquiétait pour l'argent tous les jours, elle aussi. Mais de là à faire du mal à Ryan? Tu ne savais pas? Pas du tout. Si j'avais su, je l'aurais certainement arrêté. La voix de Michael tremblait. Je vais au poste de police demain. Je vais essayer de parler à mère. Les aveux. Le lendemain matin, Margaret Harrison fut invitée à accompagner volontairement la police depuis son domicile. La femme de 65 ans était habillée aussi soigneusement que d'habitude, mais son teint était pâle. Dans la salle d'interrogatoire du poste de police, Margaret resta d'abord silencieuse. Cependant, lorsqu'on lui montra les enregistrements de la caméra de sécurité et les preuves du bracelet, elle finit par parler. J'essayais juste de protéger ma famille. La voix de Margaret était faible et tremblante. Comment essayez-vous de protéger votre famille? Demanda doucement l'inspecteur Miller. Margaret se mit à pleurer. Les frais de traitement de cet enfant vont détruire toute la famille. Michael est déjà à bout. L'enfant de Jessica ne pourra pas aller à l'université. Nous allons perdre notre maison aussi. Alors, vous avez administré des somnifères à Ryan? Je pensais le laisser s'endormir pour toujours, sans souffrance. Ainsi, tout le monde serait sauvé. Margaret se couvrit le visage, en silence. Un lourd silence emplit la salle d'interrogatoire. L'amour déformé de Margaret et sa situation désespérée étaient devenus clairs. Pensiez-vous pouvoir sauver toute la famille avec le sacrifice d'une seule personne? Demanda l'inspecteur Clark d'un ton sévère. Je ne voyais pas d'autre solution. Margaret laissa échapper un sanglot. Chaque nuit, peu importe comment je calculais l'argent, il n'y en avait jamais assez. Michael est épuisé. Jessica s'inquiète pour l'avenir de son enfant. Si cet enfant n'était plus là, tout le monde pourrait reprendre une vie normale. Emily et Michael, qui écoutaient ses aveux depuis une autre pièce, étaient sans voix. La situation financière désespérée derrière les actions de Margaret et son amour déformé pour sa famille. Même si cela pouvait être compris, cela ne pourrait jamais être pardonné. Mère va subir une évaluation psychiatrique, expliqua Michael à Emily. Selon ses résultats, son traitement futur sera déterminé. Emily avait des sentiments complexes. En plus de la haine envers Margaret, elle ressentait aussi de la sympathie pour la situation désespérée dans laquelle toute la famille était tombée. Cependant, le plus important était que Ryan soit en sécurité. Nous aurions dû discuter des coûts du traitement en famille, murmura Emily. Oui, les secrets détruisent les familles, acquiesça Michael. À partir de maintenant, discutons de tout honnêtement. Ce soir-là à l'hôpital, Ryan retrouvait son énergie. Les effets des somnifères s'étaient complètement dissipés. Et il afficha un sourire radieux pour la première fois depuis un moment. « Maman, je ne ferai plus de rêves étranges », dit Ryan en serrant la main de sa mère. « C'est vrai. Tu vas bien maintenant », dit Emily en serrant son fils dans ses bras. « À partir de maintenant, maman te protégera toujours. » Quand la nuit tomba, Jessica arriva seule à l'hôpital. Elle se tenait devant Emily et Ryan, les yeux gonflés de larmes. « Emily, je suis vraiment désolée. » La voix de Jessica tremblait. Je n'avais aucune idée que Margaret ferait une chose pareille. Nous nous sommes plaints auprès d'elle de nos problèmes financiers, c'est peut-être ce qui a été la cause. La résolution. Les résultats de l'évaluation psychiatrique de Margaret diagnostiquèrent un trouble mental grave induit par le stress. La pression économique à long terme et un sens excessif des responsabilités envers sa famille avaient considérablement altéré son jugement. Le tribunal ordonna son internement dans un établissement psychiatrique sous condition de traitement. Margaret s'est égarée parce qu'elle aimait sa famille, murmura Emily en regardant par la fenêtre de la chambre d'hôpital. Mais certaines choses ne peuvent pas être pardonnées juste à cause de l'amour. Michael s'assit près du lit de son fils, tenant la main de Ryan. Nous devons aussi réfléchir. Nous avons laissé mère porter tout le fardeau concernant le traitement de Ryan. Il y eut une bonne nouvelle inattendue. Le docteur Ramirez proposa une nouvelle méthode de traitement. Comparée au traitement conventionnel, elle coûtait moins de la moitié du prix et avait moins d'effets secondaires. Une approche innovante. En fait, les essais cliniques ont commencé il y a 3 mois et cela pourrait être optimal pour les symptômes de Ryan, expliqua le médecin avec une expression pleine d'espoir. La couverture d'assurance est également plus large et le fardeau financier sera considérablement réduit. Cette nouvelle apporta de l'espoir à toute la famille. Si Margaret avait attendu juste un peu plus longtemps, tout aurait pu changer. Cependant, les gens désespérés ne peuvent pas voir le lendemain. La guérison de Ryan progressa sans heurts.
Les effets du nouveau traitement dépassèrent les attentes, et 3 semaines plus tard, la sortie était en vue. Son fils avait retrouvé son sourire éclatant et était à nouveau fasciné par les histoires de dinosaures. « Maman, quand je rentrerai à la maison, je pourrai jouer avec Tommy dans le parc », demanda joyeusement Ryan. « Bien sûr, mais allons-y doucement au début », répondit Emily en caressant les cheveux de son fils. Un après-midi, Jessica vint en visite avec Tommy. Ses yeux étaient encore rouges et gonflés, mais elle semblait plus calme qu'auparavant. « Emily, nous avons discuté en famille », commença Jessica en s'asseyant sur une chaise. « À propos des frais de traitement de Ryan, nous avons décidé que chacun participerait à la mesure de ses moyens. Mais n'avez-vous pas aussi des difficultés ? L'incident avec Margaret m'a fait réaliser. Une famille, ça veut dire tout partager, y compris les problèmes d'argent. » La voix de Jessica était empreinte de conviction. J'ai parlé à Tommy aussi. Ryan est un cousin précieux, alors nous devons tous le soutenir. Tommy, 7 ans, s'assit à côté du lit de son cousin, lisant un livre d'images ensemble. Les rires innocents des 2 enfants résonnaient dans la chambre d'hôpital. Michael changea aussi. Il continua son 2e travail, mais commença à accorder plus de valeur au temps passé avec sa famille. Et sa relation avec Emily évolua également vers une relation de coopération constructive pour la première fois depuis leur divorce. Nous avons échoué en tant que mari et femme, mais je veux que nous réussissions en tant que parents de Ryan, dit un jour Michael. Je le pense aussi, acquiesça Emily. C'est important pour les enfants de voir leurs parents coopérer. Nouveau départ. Le jour de sa sortie, Ryan quitta l'hôpital plein d'énergie. De nombreux membres du personnel, y compris l'infirmière Carole, lui dirent au revoir. Le docteur Ramirez dit à la fin, « Ryan, tu es vraiment un enfant fort, et tu as la chance d'avoir une famille formidable. » Sur le chemin du retour, Emily réfléchissait. Les actions de Margaret ne pourraient jamais être pardonnées. Cependant, il était également vrai que ce qui l'avait poussé à l'extrême était le manque de communication au sein de toute la famille. Si la famille avait discuté honnêtement des difficultés financières à un stade précoce, elle aurait sûrement trouvé une autre solution. Plusieurs mois plus tard, une lettre de Margaret arriva. Écrite alors qu'elle recevait un traitement à l'établissement psychiatrique. Elle contenait des mots d'excuses sincères. « Mes actes sont impardonnables. Mais savoir que Ryan s'est rétabli a un peu allégé mon cœur. J'espère un jour avoir l'occasion de me racheter. » Emily pleura en lisant cette lettre. La haine seule ne résout rien. La véritable guérison commence peut-être par la compréhension et le pardon. Actuellement, Ryan s'est complètement rétabli et peut aller à l'école. La famille est unie par de nouveaux liens et les problèmes financiers se résolvent progressivement. Et Emily a appris que protéger sa famille ne signifie pas porter le fardeau seul, mais se soutenir les uns les autres. La conviction de Margaret de pouvoir sauver sa famille par le sacrifice d'une seule personne n'était qu'une illusion née de l'amour. Le véritable amour familial signifiait surmonter les difficultés ensemble et se soutenir mutuellement. Avec cette leçon dans leur cœur, la famille Harrison commença à marcher vers un nouvel avenir.